Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Destins Flottants, le podcast au sujet des croyances limitantes remises en question par chacune des personnalités inspirantes interrogées. Notez le podcast sur votre plateforme préférée et partagez-le autour de vous afin de favoriser sa diffusion. Si vous souhaitez également me soutenir financièrement, je possède une cagnotte Tipeee, TIP3E, Les Destins Flottants, afin de me permettre de transmettre encore plus d'inspiration. Merci et bonne écoute. Mon invitée est philosophe, thérapeute familiale et hypnothérapeute. Elle fait partie du comité scientifique des colloques du Centre d'études cliniques de communication familiale et elle intervient également au niveau de la cour d'appel et des conseils généraux pour tout ce qui concerne l'adoption, le divorce, la maltraitance. Il s'agit de Nicole Prieur. Bonjour Nicole. Bonjour Anaïs. Donc aujourd'hui, nous souhaitons montrer à quel point les croyances ainsi que les liens de fidélité induits par notre famille ont un impact dans notre vie quotidienne. Et on verra précisément la différence entre les croyances et les loyautés sclérosantes liées à la famille. Et puisque c'est un podcast qui a vocation à changer les perceptions, nous allons montrer en quoi il est bon de trahir et ainsi changer la connotation négative du mot. Mais avant cela, j'aimerais que l'on parle un peu de votre histoire, Nicole. Comment en êtes-vous venue à vous intéresser aux relations familiales ? Parlez-nous un peu de vous. Alors, il est évident que, j'ai envie de dire, officiellement, c'est par mon travail de psychothérapeute. J'ai été très intéressée très tôt par la psychologie. J'ai fait des études à la fois de philosophie et on est marqué par les études de philosophie quand on les fait comme moi en 1968 à la Sorbonne. Donc la Wow. philosophie a été un angle très important pour moi. Mais très tôt, justement au moment de mes études, j'ai eu besoin quelque part de pouvoir les appliquer, ces philosophies. Ces axes philosophiques, ces concepts, etc. C'est ce qui m'a amené aussi à m'inscrire à Nanterre, en psychologie. C'était aussi un lieu très chaud dans ces mêmes années. Donc, on reste marqué. Alors, j'ai envie de dire, je me suis intéressée à la famille par ce biais-là, par le biais de mes études, notamment parce que, j'ai envie de dire, au cours de mes études, les courants philosophiques et psychologiques étaient très psychanalytiques. Et ça me frustrait parce que l'on parlait beaucoup de l'inconscient, du soi à soi, ce qui était très intéressant, des fantasmes, etc. Mais à ce moment-là est apparu le courant systémique, un courant venu des États-Unis, qui justement a commencé à s'intéresser non pas à l'intrapsychique, mais au relationnel. Et entre-temps, effectivement, a développé la fonction que peut avoir un symptôme d'un individu dans la famille. Donc, on ouvrait les portes de l'inconscient pour s'intéresser aux relations familiales, voir en quoi le soi pouvait avoir sa place, comment le soi pouvait avoir sa place dans ces familles, comment on pouvait justement articuler les différents besoins, désirs, fantasmes de tous les autres. Donc, j'ai envie de dire, officiellement, je m'intéresse à la famille parce que mon métier, petit à petit, m'y a amené. Mais ce qui est évident, c'est que les questions de famille se sont posées à moi et que derrière mon expérience de thérapeute, j'ai évidemment beaucoup de vécu. J'ai envie de dire, et en parlant avec vous, j'ai envie de dire de vécu, moi, en tant qu'enfant d'une famille tout à fait particulière, en tant ensuite que femme, épouse d'un homme avec lequel je continue à vivre depuis 50 ans, donc ce n'est pas rien. Et en tant que mère, j'ai eu 3 garçons qui sont maintenant des hommes et des adultes, et j'ai 5 petits-enfants. Donc toute cette expérience-là, j'ai envie de dire, est là, avec plusieurs couches de réflexion, de problèmes, de joie et de conflits intérieurs. Donc voilà, c'est à la fois mon intérêt, j'ai envie de dire, de psy et de philosophe, parce que la famille, pour un philosophe, c'est aussi quelque chose de très important. La famille, c'est le social, c'est la société, c'est le lien avec les autres, c'est le lieu de l'altérité possible. Donc c'est un lieu important sur le plan philosophique et théorique. Sur le plan psy, évidemment, tous mes patients et mes patientes, quel que soit leur âge, ne me parlent que de leur famille. Et sur mon propre plan vécu, mon propre vécu, évidemment. Voilà.
Et alors, vous avez bénéficié de 2 cultures différentes puisque vous êtes né à Alger et vous êtes issu d'une famille juive. Tout à Alors fait. est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, oui, oui. Alors effectivement, j'ai envie de dire, j'ai cette chance d'avoir été élevée par des parents d'abord très ouverts au niveau, j'ai envie de dire, des différentes cultures. Hein. Je suis effectivement issue d'une famille juive, mes parents sont juifs, je suis vraiment baignée par cette tradition, et je parle plus de tradition que de religion, hein, parce que je ne supporte pas tout ce qui est dogme et tout ce qui enferme, donc je suis très proche du judaïsme libéral, hein, ça c'est une chose, mais mes parents étaient effectivement euh, on fait des recherches. En tous les cas, mon père avait fait des recherches concernant notre nom de mon nom de jeune fille, du coup, qui était Hadjadj et qui a une connotation musulmane. Et j'ai été élevée dans cette famille juive, avec la tradition juive, mais avec l'idée qu'effectivement, qu'on était issu de branches musulmanes, si vous voulez. Hein, le Hadj, c'est quelqu'un qui a fait le pèlerinage à la Mecque, et nous étions Hadj, donc a priori, nous aurions fait, nos ancêtres auraient fait 2 fois le pèlerinage. Donc j'ai été élevée dans cette culture, dans cette interculture finalement, hein, où on n'exclut jamais l'autre, où on l'intègre, où on peut avoir des amis vraiment de tous horizons, et où finalement la religion est une affaire d'intimité, hein, et pas d'identité seulement. Hein. Et finalement, ce qui est très drôle, de Hadjadj, je suis passée à prieur. C'est-à-dire que j'ai épousé un homme qui est juif du côté de sa mère et catholique du côté de son père. Donc voilà, il y a un métissage que j'adore, et d'ailleurs j'ai des petits-enfants aussi métis. Donc pour moi, l'identité est forcément métisse, hein, ce qui signifie peut-être qu'on peut être perçu, si on aborde déjà la question de la loyauté et des trahisons, on peut être perçu comme traître par rapport à certains lieux d'appartenance. Par exemple, aux yeux de juifs très religieux, je suis une très mauvaise juive, mais, mais j'assume parce qu'effectivement, c'est en cohérence avec moi-même. Oui, alors justement, le chemin, vers soi-même avait déjà commencé, assez tôt puisque vous m'aviez fait part du fait que vous étiez dans une famille, dans laquelle la condition des femmes, était assez, codifiée et vous déjà, vous étiez, en résistance par rapport à ça? Tout à fait, mais en résistant, j'ai envie de dire complètement innocente et complètement inconsciente. Je crois que finalement, j'ai eu aussi la chance d'être la seconde de la fratrie. Hein. L'aîné, c'était un frère, donc tout allait bien. Il était surinvesti de toutes les attentes familiales. Il a été un peu rebelle, mais tout le monde a fait en sorte qu'il suive coûte que coûte ses études, qu'il réussisse. Mes parents lui ont payé les meilleures écoles possibles pour qu'il ait son bac. Il était très brillant, mais il préférait faire la fête plutôt que de s'amuser, plutôt que de travailler. Et donc, justement, il a été surinvesti. Il a fait des très belles études. Il a une pharmacie. Donc, il répondait parfaitement. Mon frère est le fils parfait de notre famille très traditionnelle. Moi, pendant ce temps-là, quand je me mettais à lire, on me disait mais ne lis pas, ça va te donner mal à la tête. Hein. Et plus on me disait ne lis pas, ça ne sert à rien, plus sans me dire formellement, mais effectivement le modèle c'était de toute façon une jeune fille, une jeune femme n'a pas besoin de faire des études, n'est-ce pas? Son devenir c'est d'être au foyer, de s'occuper d'une famille, etc. Donc on m'avait laissé entendre que les études ce n'était absolument pas important. Du coup, finalement, on me regardait avec. J'ai bénéficié de beaucoup d'amour, il n'y a pas de doute, hein, mais pas d'investissement, j'ai envie de dire, sur mon devenir. Mon devenir, il était rangé, il était prévu, il était casé, et je pouvais m'amuser entre-temps à lire, à faire des études. Mes études de philo et de psychologie, mes parents riaient. Enfin, je veux dire, ils souriaient à me voir, voilà. Et plus j'étais, j'ai envie de dire, libérée d'attentes trop lourdes sur le plan de mon devenir professionnel, j'ai envie de dire, plus j'en ai profité. Et plus cette liberté m'a permis, alors je l'ai gagnée, hein, cette liberté aussi, on en reviendra peut-être, hein, parce que tant que je faisais des études, tant que je m'amusais à faire des études,
ils pouvaient être fiers. Bon, j'étais une des premières dans la famille à avoir des maîtrises, à préparer des thèses, etc. C'était amusant. Hein. Là où ça s'est corsé, c'est quand, alors je me suis mariée assez tôt. Et pour l'anecdote, c'était amusant parce qu'on commençait, donc je me suis mariée dans les années 70-71, donc après 68, où pour moi le mariage n'était absolument pas ni intéressant ni nécessaire. Mais on m'a demandé de me marier parce que je commençais à faire des voyages avec Bernard, qui est toujours encore mon époux, et quand même il fallait respecter un petit peu les codes sociaux à l'époque, et je pouvais faire ces voyages-là. On a fait des voyages magnifiques en Turquie, alors que ce n'était pas du tout encore touristique. Bon bref, en Afghanistan aussi, j'ai eu la chance de voir les statues, etc. Mais le passage obligé, c'était, et là j'ai obéi à la famille, c'était de me marier. Finalement, je me trahissais un petit peu moi-même, mais ça ne me posait pas de problème. Là où il a fallu que je commence à trahir vraiment, c'est quand j'ai commencé à avoir des enfants, quand très clairement ma position soutenue par Bernard, c'était de travailler, hein, de toutes les manières. Je n'allais pas mettre de côté mes études, mes diplômes et puis mon intérêt, hein, je veux dire justement pour la psychologie. Quand j'ai commencé à travailler en laissant mes fils au nounou, etc., là, j'ai vraiment eu, j'ai envie de dire, et c'est là où on touche la question des loyautés, et c'est là où j'ai commencé à trahir réellement. J'ai eu vraiment l'imposition des modèles. Quand on travaille, on ne peut pas s'occuper des enfants comme il faut. Dès qu'il y avait une difficulté avec un enfant, c'est parce que tu travailles. Donc une somme de culpabilité énorme. J'ai envie de dire, je pense que là, ce qui a été important, c'est non seulement le soutien du couple, mais aussi la passion de ce travail-là. Mais donc là, j'ai commencé à trahir, j'ai commencé à imposer mes propres modèles, à donner aussi beaucoup d'importance au couple, même par rapport à ma place de mère. Nous partions régulièrement seuls, Bernard et moi, et nous laissions les enfants aux grand-mères qui étaient tout à fait ravies de le faire. Hein. Mais justement, là non plus, ce n'était pas dans les codes, hein, de la femme qui doit avant tout se sacrifier aux enfants, qui doit même sacrifier son couple par rapport aux enfants, et qui doit être mère avant d'être femme. Et du coup, très tôt, voilà, ma trahison, ça a été d'oser être moi et d'équilibrer, ce n'était pas toujours facile, ma vie de femme, ma vie professionnelle, ma vie de mère, etc. Donc, et là, j'ai surpris la famille. J'ai surpris la famille, mais si vous voulez en savoir un peu plus, je crois que j'ai été, je crois que j'ai été à un moment donné rattrapée par ces loyautés. Je vais vous expliquer. J'ai commencé ma carrière de psy pas en tant que psychothérapeute, là aussi parce que Bernard se lançait dans la psychothérapie et que j'ai eu mes 3 enfants très tôt, et que de psychothérapeute, on avait l'impression que on allait rendre fous nos enfants parce qu'on ne verrait que de la névrose partout, on ne verrait que des Oui, problèmes. Et moi, à j'ai tout commencé la analyser. psy dans une unité, en créant en fait l'unité de recherche de l'école des parents. Hein, j'ai très tôt travaillé à l'école des parents et j'ai créé leur unité de recherche. Et au sein de cette unité de recherche, j'ai travaillé très tôt sur le thème des adolescents. Moi-même, je devais avoir 25 ans, j'étais à peine sortie de l'adolescence, mais j'avais déjà 3 enfants, 2 ou 3 enfants, je les ai eus très jeunes. Et du coup, j'ai travaillé très tôt sur l'adolescence, j'ai fait des livres très tôt sur l'adolescence, des colloques, et j'ai eu, j'ai envie de dire, une résonance médiatique très tôt à ce moment-là. J'ai eu beaucoup, beaucoup de médias importants à l'époque. Hein. Importants à l'époque. Il n'y avait pas de psy sur les plateaux télé. J'étais une des premières. Et là, à un moment donné, donc ma vie de famille, je la mettais pas de côté, mais il fallait que je joue avec toutes ces contraintes, hein, tous ces appels, etc., etc. Et à un moment donné, mes parents sont venus me dire, j'ai eu un premier livre donc sur les adolescents, hein, qui a eu vraiment pour l'époque encore un beau succès, hein, voilà, avec encore une fois beaucoup de résonance médiatique, etc. Et mon père un jour est venu me voir, mes parents sont venus me voir, mais surtout mon père, en me disant écoute, c'est très bien ce que tu fais, tu t'amuses très bien, mais il faudrait que tu réintègres l'affaire familiale.
Nous sommes en fait, depuis des générations en génération en Algérie et en France, bijoutiers joailliers depuis, mais vraiment au moins 5-6 générations. Et il m'a dit, écoute, maintenant, ton frère a sa pharmacie, toi, tu t'amuses avec la psy, mais je crois qu'il est temps de t'arrêter de travailler, de t'amuser avec ce domaine-là. Viens réintégrer la famille et l'univers familial. Et j'ai longtemps hésité et j'ai repris l'affaire familiale. Donc, j'ai eu une carrière à peu près de 10 ans dans la recherche psy. J'ai arrêté par loyauté dans ma famille, mais j'ai des fois tendance à dire, je crois que ça m'a fait gagner quelques années de psychanalyse, parce que du coup, j'ai repris l'affaire familiale, je l'ai développée d'une manière incroyable. J'avais 5 boutiques à Paris, donc j'ai vraiment joué la businesswoman. Et je pense que là, j'étais en parfaite loyauté vis-à-vis de mes parents. Hein, j'étais devenue la fille parfaite. Hein, mais moi, ça sonnait faux en moi. Je me Ça résonnait disais, pas. voilà, m'occuper du tiroir caisse. Alors, je me suis amusée, j'ai fait du marketing, de la publicité, enfin, je veux dire, des relations presse aussi. Je me suis vraiment beaucoup amusée. Mais je me trahissais moi-même. Et du coup, ce que j'ai fait, la grande trahison, j'ai été la dernière bijoutière joaillière quelque part de la dynastie et j'ai fermé l'entreprise. Aïe, Aïe. d'accord. Et le bruit du coffre quand j'ai fermé le La dernier bombe. coffre à bijoux, j'ai envie de dire. Alors évidemment, toute la famille m'a dit mais qu'est-ce que tu fais? Ils n'ont pas compris. Eh Et ce oui. qui est très intéressant, et ça on en pourra en reparler d'une manière théorique, parce que là encore une fois, c'est à la fois des concepts théoriques, mais je les ai vécus. Ce changement-là, d'avoir osé dire la bijouterie, même si c'est passionnant, même si continue à garder le goût des bijoux, même si c'est passionnant, c'est pas mon lieu. Ça n'a plus de devenir, ça n'a plus d'avenir, parce que je crois qu'effectivement, j'ai décidé ça dans les années 90. Hein. Voilà. Sur le moment, donc effectivement, au lait de tout le monde, hein, même de mon frère qui m'a dit mais qu'est-ce que tu fais, etc. Donc j'ai résisté, j'ai tenu bon, même de mon mari qui estimait que c'était très bien. Il s'amusait beaucoup à me voir businesswoman. Voilà, j'ai dit non, ce n'est pas moi. J'ai eu cette force-là, mais je crois que je l'ai eu d'autant plus que j'ai fait ce passage-là. Hein, j'y suis restée 7-8 ans et que ça a été une réussite quand même. Voilà. Et du coup, voilà. Et du coup, j'ai fermé la porte de l'affaire familiale. Et au bout de quelques temps, mon père, le premier, hein, qui m'avait poussé, puisque effectivement, m'a dit mais qu'est-ce que tu as bien fait? Parce que de toute façon, il n'y a pas d'avenir, il n'y a plus d'avenir. Donc, si vous voulez, c'est ça qui est intéressant. Les trahisons vraiment libératrices, si on revient au Peuvent thème, être ce bénéfiques sont aussi pour, voilà des trahisons qui risquent, qui peuvent, pas tout le temps, hein, c'est un risque, on ne le sait jamais quand on bien trahit, sûr. mais qui peuvent transformer le système entier. Et du coup, ça a Mmh. permis à mon père, qui avait 70-75 ans, de commencer à mettre un peu de distance, être moins, j'ai envie de dire, le bourreau de son travail. Donc, ma propre décision difficile, hein, qui s'est faite contre tout le monde, qui a été considérée comme une trahison, encore une fois, après le branle-bas de combat que ça a représenté, ça a créé un mouvement libérateur pour plusieurs personnes du groupe familial. En fait, ça a inspiré aussi votre famille Tout à qui, à fait. l'origine, n'était pas du tout, dans cette dynamique et le fait de le faire pour vous, vous l'avez aussi fait pour les autres. C'est ça. C'est-à-dire que par ce déplacement-là, par rapport au modèle familial, ce déplacement qui, comme je démontre dans mon livre, en tous les cas, peut-être qu'on en parlera précisément tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de trahir, je n'ai pas trahi contre ma famille, hein, mon idée, puisque même je suis passée par le champ familial, hein, mais que je sentais qu'en étant là où la famille voulait que je sois, hein, reprise de l'affaire familiale, je me trahissais moi-même. Et si on trahit pour ne plus se trahir et non pas contre les autres, et qu'on reconnaît quand même que notre famille nous a apporté beaucoup, hein, ça a été pour moi très riche cette expérience-là. Si on reconnaît qu'on ne peut plus rester dans cet univers familial, mais qu'on reconnaît ce que ça nous a apporté et qu'on trahit pour ne pas se trahir, à ce moment-là, on a de fortes chances pour que les autres
perçoivent le bénéfice, ne nous en veulent plus. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'amour aussi, je veux dire, ne nous en veulent plus et voient pour eux-mêmes des perspectives et une forme de liberté nouvelle et en tous les cas des horizons nouveaux. Et oui, je pense que ça, c'est vraiment très important, hein, de pouvoir faire les choses, pour et non pas contre, je travaille, dans la préservation des forêts et dans diverses, actions humanitaires et dans la préservation des forêts, on a le problème des orpaillages Bien sûr. et je vois beaucoup, de personnes qui luttent contre les orpailleurs, qui luttent contre, les personnes qui vont extraire les minerais. Mais en fait, on oublie pourquoi on le fait. Pour l'amour de la forêt, pour l'amour du vivant, pour l'amour des habitants et je pense que la lutte contre alors, on en a besoin forcément à un moment, mais si on reste dans cette dynamique, je pense qu'on s'épuise. Oui, on s'épuise et on s'éloigne des autres. On s'éloigne des autres, on fait face aux autres, alors que effectivement, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'être contre, d'une manière générale. Quelque chose ne va pas, je trouve une excuse, je trouve que c'est l'autre, c'est à cause de l'autre. Voilà, c'est beaucoup plus facile que de se remettre en cause soi-même. Donc c'est vrai que dans un premier temps, la position contre s'impose. Je veux dire, il faut être naturel, il faut être sensé. Voilà, effectivement, ça peut s'imposer naturellement parce que c'est plus facile. Et donc, du coup, la position pour autre chose, ça demande effectivement qu'on soit au clair avec le projet, avec ce pourquoi on va, cet avenir, cet inconnu finalement. Parce que quand j'ai décidé d'aller plus vers autre chose que vers l'affaire familiale, de réintégrer la psy. Bon, c'était pas un univers inconnu pour moi, mais en même temps, là, j'avais décidé que, en quittant l'affaire familiale, je n'allais plus refaire de la recherche un peu théorique en psy, mais j'allais vraiment faire le grand plongeon de la psychothérapie. Ce n'est pas quelque chose de facile, c'est-à-dire donc c'était quand même un grand inconnu, parce que quand on se retrouve devant des patients, à porter la souffrance, à porter les drames des patients, on ne sait pas comment on va réagir. Donc la psychologie, ce n'était pas de l'inconnu, mais le domaine de la psychothérapie pour moi, c'était un grand plongeon. Ce n'était pas rien, surtout que j'avais en parallèle, Bernard avait créé un centre de formation, un très grand centre. Nous invitions régulièrement à nos colloques des grands pontes, des très grands psychothérapeutes. Donc, je voyais les modèles et je me disais, mais moi, où j'arriverai, qu'est-ce que j'arriverai à faire? Donc, je veux dire, c'était vraiment un saut dans l'inconnu. Donc, effectivement, ce saut dans l'inconnu m'a suffisamment attirée. Donc, ce pour quelque chose que je ne connais pas mais qui m'attire et par rapport auquel je pressens que ça va être un lieu pour moi et dans lequel je peux me reconnaître, encore une fois, c'est un risque. Donc, c'est plus difficile d'être pour que d'être contre. Quand vous vous battez effectivement pour la sauvegarde, donc pour la sauvegarde des, Mmh. des, des forêts, vous ne savez pas effectivement comment elles vont être sauvegardées, de quelle manière, jusqu'à quand, Tout à etc. fait. Donc, vous êtes dans l'inconnu. Tandis que le Mmh. contre, on peut définir l'ennemi, on peut définir les raisons pour lesquelles ça va pas. Voilà, on est de l'ordre du connu. Mais j'ai envie de dire, pour moi, la vie n'a d'intérêt que si on se laisse happer par l'inconnu. Et ça, l'inconnu, alors il est très inconfortable pour le cerveau? Comment ça se passe en fait, Oui, c'est dans ça. notre Alors psyché? pour le cerveau, il est inconfortable parce que il mobilise plutôt les sphères de créativité, les sphères d'invention, d'inventivité, de créativité, et du coup, ça va demander aussi, on l'a vu quelque part avec le Covid, d'apprendre à s'adapter. C'est-à-dire que effectivement, le cerveau, et il est tout à fait capable. Il est tout à fait capable de s'adapter. Mais ça signifie que l'on prenne, il est capable de s'adapter, le cerveau, parce qu'il est capable de prendre en compte la complexité des choses. Le contre, c'est j'ai une raison, on est dans la causalité. J'ai une cause qui fait que ça ne va pas, je vais mettre toutes mes forces contre cette cause-là et j'ai l'esprit tranquille. Le pour, c'est
Il faut faire attention dans les questions des forêts. Je ne connais pas quels sont les éléments importants, mais j'imagine que c'est l'homme, c'est les prédations de l'homme, le climat peut-être, l'évolution du Tout à fait. climat, le respect de la biodiversité. Donc c'est très complexe. Et Mmh. finalement, le cerveau se régale avec la complexité. Alors, se régale avec la complexité parce que ça fait les zones neuronales se relient, se connectent, interagissent et du coup, ça nous rend, j'ai envie de dire, ça pétille à ce moment-là dans notre cerveau et ça nous rend beaucoup plus vivants, hein, Et parce oui. on est en mesure, effectivement, alors on est en mesure effectivement de prendre en compte à la fois ce que l'on voit, ce que l'on sent, ce qui vient faire résonner, ce que l'on mentalise, etc. Je vais prendre, parce que je travaille effectivement avec l'hypnose. L'hypnose, pourquoi j'aime beaucoup l'approche de l'hypnose? D'abord, c'est parce que j'ai fait une rencontre exceptionnelle avec François Roustan, qui a été un très grand ponte et qui est un grand humaniste, hein, et qui a été un homme extraordinaire qui m'a introduit à l'hypnose. Et l'hypnose réintroduit beaucoup le corps et se base beaucoup sur le lien entre psyché et mental. Et surtout au niveau du corps, ça réintroduit la puissance, j'ai envie de dire, de notre sensorialité. C'est-à-dire que ça part du principe, alors quelquefois on connaît de l'hypnose, enfin les applications, mais on ne comprend pas toujours pourquoi ça fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne. Et il y a vraiment des études neurophysiologiques qui prouvent tout ce que je vais vous raconter. C'est-à-dire que sous hypnose, alors déjà, il faut savoir que les enfants avant 3 ans se font une idée, justement, déjà se font une idée de ce qu'ils sont, de leur relation avec les autres, grâce à leurs 5 sens. L'ouïe, la vue, le toucher, l'odorat, la saveur, etc. Euh, mais ces savoirs-là donc ils apprennent beaucoup, beaucoup, beaucoup grâce à cette sensorialité. Mais ce savoir par la sensorialité va être un peu écrasé à partir du moment où il y a tous les efforts de cognition, d'apprentissage du langage, de la pensée abstraite, etc. Dans l'hypnose, on réintègre cette sensorialité. On réactive, quelquefois je dis, une séance d'hypnose, c'est un bain de sensorialité. Et la sensorialité, et on revient à la question de la complexité et de l'inconnu, du coup, l'inconnu, avec l'hypnose, on apprend à moins avoir peur de l'inconnu, hein, et à plus faire confiance à son intuition et à sa créativité et à son imagination. Parce que nos sens ont cette particularité de se connecter les uns aux autres. C'est-à-dire qu'il y a encore une fois des expériences neurophysiologiques qui ont été faites qui montrent qu'un bébé, quelque part, sent avec ses yeux, voit avec sa bouche, c'est-à-dire qu'un bébé à qui on donne un biberon peut reconnaître le biberon qu'il a vu. Il y a des connexions, hein, il y a des interactions. Donc je veux dire que retourner à notre corps, retourner à notre intuition, à notre sensorialité, c'est retrouver la capacité de faire pleine connexion avec le monde, de ne pas les limiter à l'intérieur de nous et de nous ouvrir à la possibilité de nous adapter à la complexité. Et ça, je pense que ça, on devrait, ça devrait être un programme pédagogique intéressant. Voilà. Du coup, trahir, c'est aller vers de l'inconnu, hein, et c'est quand même se préparer à ça. Et oui, il y a tout un chemin justement. Alors, pour pouvoir trahir, donc on a tout intérêt à modifier en profondeur nos liens de fidélité, nos croyances. Donc justement, on parlait hors antenne des différences entre les croyances et les liens de fidélité véhiculés par la famille. L'un est plus facile à remodeler, tel de la pâte à modeler, alors que l'autre est plus complexe, plus ancré. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, alors les croyances, d'abord on en a besoin des croyances, hein, c'est ce qui va créer aussi un sentiment d'appartenance, hein. Je veux dire, si on reste dans l'univers familial, les croyances, c'est ce qui va, auquel on croit, c'est un système de valeurs aussi. Donc les croyances sont nécessaires, sont importantes, elles constituent le nous d'une famille. Mais évidemment, elles portent aussi leur lot de stéréotypes, hein, dans une famille, la place de la femme, la place des enfants, le rôle des parents, etc. Les rôles des parentaux aussi sont importants. Qu'est-ce que j'attends de l'autre
au nom de toutes ces croyances, de toutes ces valeurs. Donc, elles sont nécessaires, elles sont positives, mais elles peuvent être largement enfermantes parce qu'elles portent des stéréotypes, elles portent des injonctions et elles portent effectivement leurs propres limites. Si dans ma famille, on imagine, on croit que les femmes, les hommes doivent avoir cette position-là et pas une autre, je vais être imbibée, imprégnée de cette patte-là. Hein. On va être Les limité. croyances, Ouais. pourquoi effectivement elles sont peut-être plus faciles. C'est d'abord que c'est assez facile de mettre des mots quand même là-dessus, et surtout elles vont être mises, j'ai envie de dire, elles vont être interrogées dès que je me frotte au monde extérieur. Hein. Même enfant, quand je suis invitée chez une copine, chez un copain, quand je vois que les parents ou les enfants ne se parlent pas de la même manière, ne rangent pas la chambre de la même manière, etc. Donc j'ai envie de dire, se frotter aux autres, ça vient interroger mes propres croyances. Ça vient un petit peu les déranger et ça vient me dire qu'il y a peut-être d'autres manières de voir le monde, les croyances. C'est grâce à ça que l'on construit notre regard et notre rapport au monde. Donc, dès que je suis vers avec de l'autre, avec un autre, avec des autres, ça peut être la lecture, ça peut être les films, ça peut être les relations amicales, etc., professionnelles, hein, la difficulté aussi, justement, pour ce qu'on appelle les transfuges de classe, c'est-à-dire les personnes qui changent de catégorie socio-professionnelle, tous disent je n'avais pas les mêmes codes, c'était difficile pour moi de m'adapter aux codes de mon nouvel univers professionnel. Hein, donc les croyances portent aussi des codes, portent des rituels, etc. Donc dès que je suis en confrontation avec de l'autre, avec un grand A, je peux travailler mes croyances, même les renier, les transformer, les assouplir, etc. Donc j'ai envie de dire c'est presque un travail de représentation, c'est un travail de reconstitution de ses valeurs, de son système de valeurs, c'est un travail, j'ai envie de dire, presque plus mental, hein, que corporel. Ça va m'amener à avoir une autre place dans le monde avec les autres, mais c'est quelque chose que je vais transformer grâce à ma confrontation avec les autres, à l'appel des autres aussi, hein, qui me disent bon, ben ça suffit de penser comme ça, etc. Donc C'est ce qu'on fait ça dans ce podcast. voilà. Voilà. Bougeons un petit peu nos neurones pour penser autrement et surtout être dans ce mouvement, parce que je pense que pour moi, la vie, c'est toujours en mouvement, hein, toujours en déplacement. Et oui. Donc ça, c'est une chose. Ce n'est pas toujours facile de changer de croyance, mais ça se travaille. Et grâce à vous. Par contre, ce que vous appelez fidélité, je préfère mettre le nom de loyauté. Alors, je ne sais pas si vous voulez qu'on travaille un petit peu sur ce que j'appelle la loyauté, mais Oui. on va comprendre que ça, ce sont des injonctions beaucoup plus inconscientes, beaucoup plus intimes. J'ai envie de dire qui nous travaillent à nous intérieurement, qui créent des conflits intérieurs sur lesquels on a du mal à mettre des mots. Hein. Pas seulement parce que c'est plus inconscient, mais parce que c'est quelque chose, j'ai envie de dire, qui nous travaille en sourdine. Hein. Et je vais expliquer comment ça fonctionne, le processus de loyauté et comment ça peut nous enfermer et comment ces loyautés ou ces fidélités à notre famille, j'ai envie de dire, nous surprennent nous-mêmes. Hein, et comment c'est grâce au travail psychothérapeutique que j'ai pu faire avec mes patients que j'ai découvert tout ça. Voilà. C'est vrai que je suis partie d'une analyse que Marcel Mauss, un anthropologue, a faite. Il est parti de l'idée que les liens entre les différentes tribus, les liens et les relations se constituaient à partir de 3 mouvements. Le don, le donner, recevoir, le rendre. Une tribu donne à une autre tribu qui reçoit. Ce n'est pas le même mouvement, ce n'est pas la même posture de donner que de recevoir. Et en retour de ce qu'elle reçoit, il y a le contre-don. Il y a, je vais à mon tour, donc la tribu A va donner à la tribu B. Si la tribu B veut entretenir un lien avec la tribu A, va rendre quelque chose à la tribu A. Et cette circulation du don va entretenir une relation. Je suis partie de ce modèle-là et je l'ai appliqué à la famille. Parce que dans une famille, tout commence par un don. Le don de la vie, et même si on est dans une famille adoptive,
on a, j'ai envie de dire, ce n'est pas la famille adoptive qui nous a donné la vie, mais elle est censée nous donner les moyens de la vivre. Donc, tout commence par un don. Et dans le don, j'entends aussi bien l'amour, justement les croyances, les tuteurs de développement, les choses bonnes, etc., que la névrose. Hein. On nous donne dans notre famille, on reçoit de notre famille aussi bien des bonnes choses que la névrose familiale, l'histoire familiale, etc. Mais ça, ok, donc le don, c'est pas seulement les bonnes choses. Mais au regard de tout ce que l'enfant reçoit, de tout ce qu'on donne à un enfant, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que le don crée des dettes. Au regard de tout ce que l'enfant reçoit, il est immédiatement en dette vis-à-vis de sa famille. C'est-à-dire que, au nom de tout ce qu'il reçoit, il doit répondre à certaines attentes. Et le don crée des dettes qui, à leur tour, créent des loyautés. C'est-à-dire Se sent qu'effectivement, redevable, c'est ça? c'est ça. C'est le On fait est de se sentir redevable. redevable. Voilà. On est redevable. Alors, il ne s'agit pas de rendre le gâteau qu'on nous a donné, etc. C'est pas rendre à la hauteur de ce qu'on a reçu. De toute façon, on n'y arrivera jamais. Mais c'est redevable. Et la loyauté, c'est tenter de répondre aux attentes de la famille. C'est tenter de répondre aux attentes de cette famille. C'est avec tout ce que j'ai fait pour toi. Hein, c'est alors que ce soit dit ou que ce soit pensé, c'est toujours là quelque part. Hein. En tant que parent, je rêve de plein de choses pour mes enfants et la loyauté de cet enfant serait de répondre et d'être mon enfant parfait. Voilà. Et c'est là où les choses commencent à venir. Nul ne peut rendre à la hauteur de ce qu'il a reçu. Donc de toute façon, on ne sera jamais à la hauteur de ce qu'on a reçu parce que les dons des générations précédentes sont immenses et les dons ne vont pas tellement en retour. Hein, je veux dire, les enfants reçoivent beaucoup plus. Alors j'ai l'habitude, je crois que j'ai une phrase, les parents donnent sans compter à des enfants qui ne cessent de compter ce qu'ils n'ont pas reçu. C'est génial, Donc exactement. effectivement, on donne, sans forcément attendre en fait de retour matérialisable, hein, mais en Mmh. attendant justement que nos enfants soient heureux, c'est déjà une injonction, que nos enfants aient une vie agréable, qu'ils s'en sortent bien dans l'existence de couple, qu'ils aient de beaux enfants, Mmh. etc. Tout ça, ce sont des injonctions. Et en tant qu'enfant, on a envie de répondre à ces demandes-là. Et c'est ça la loyauté. Sauf que, effectivement, il faudra accepter qu'on ne répondra jamais à toutes ces demandes-là, parce qu'il y a la demande et les attentes vis-à-vis du père, qui ne sont pas les mêmes que les attentes vis-à-vis de la mère. Donc, ces loyautés, non seulement on ne pourra jamais y répondre, hein, parce que c'est impossible hein, d'être l'enfant parfait de papa, de maman, Et oui. le grand frère parfait de la petite sœur, etc., le petit-fils parfait de la grand-mère, etc. C'est strictement impossible. Hein, donc, on a à accepter que de toute façon, on sera déloyal. Et surtout, on a à se confronter avec plein de conflits de loyauté intérieure. C'est pour ça que les loyautés sont difficiles. J'aime mon père, j'aime ma mère, j'attends de la reconnaissance des deux, mais l'un me demande d'être un artiste, l'autre me demande d'être un sportif, à qui je réponds? Et moi, là-dedans, qu'est-ce que j'ai envie? Hein. Donc, la question des loyautés, des déloyautés, nous amène à réfléchir à ce que l'on sent devoir être, avoir envie d'être. Et je pense que là aussi, il y a quelque chose, on retrouve quelque chose de, j'ai envie de dire, de la cohérence à soi-même. Comment je peux D'accord. être cohérente et comment je vais gérer mes loyautés et mes déloyautés pour être cohérent avec moi-même. Et alors la solution est donc de trahir, autrement dit de s'écouter réellement et parfois on ne sait pas ce qu'on veut et c'est pour cette raison qu'on a du mal à nous écouter C'est et ça. alors la famille peut être une fondation réconfortante pour cela. Elle peut être réconfortante, comme elle peut être encore plus sclérosante et nous en vouloir. Pesante, oui. Par exemple, quand on a combien de fois j'ai suivi des enfants ou des adolescents qui se sentent ou qui s'affirment, ou même des hommes adultes qui ont une vie de famille, mais qui ont lutté contre leur homosexualité de toute leur vie, etc., qui vont, alors quand ils sont adolescents, quand ils expriment ça à leur famille, quelquefois il y a des risques de rejet terribles, hein,
et ces hommes-là, par exemple, ces hommes ou ces femmes qui, à 40, 45 ans, se disent, je ne veux plus me trahir, je vais affirmer mon homosexualité, mais ça met en branle quelque part, ça ébranle en tous les cas la famille qu'ils ont fondée ou la famille dont ils sont originaires. Donc effectivement, oser être soi, oser savoir quelle est ma place, quelle est mon identité, ce n'est pas évident. Hein. Souvent, on se Mmh. bat. C'est pour ça que les loyautés ne sont pas faciles à mettre. Les déloyautés ne sont pas faciles à mettre en place parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas vraiment ce dont on doit se libérer. On ne sait pas toujours. Parce Et que oui, justement, et comme c'est la alors famille et que la famille nous veut du bien en théorie et qu'on aime sa oui. famille quand même, même si elle nous empoisonne, on l'aime cette famille, hein, on a envie de répondre. Hein. Donc la question vraiment qui va me permettre de m'orienter vers une trahison libératrice, et on verra ce que c'est pour moi une trahison éthique et une trahison libératrice, c'est effectivement où je suis, comment je me place dans mon existence. Comment, quelle est cette cohérence à laquelle j'aspire euh, et qui va me permettre de dire là, je me reconnais moi-même, je suis en bonne entente avec moi-même. Et souvent, ça vient parce qu'on a traversé des moments d'angoisse, parce que j'ai envie de dire, les symptômes sont intéressants. Les symptômes, le malaise, Physique? l'angoisse, Mmh. un petit peu des moments dépressifs, etc., sont des signes que je ne suis pas à ma place, que je me trahis moi-même. Et effectivement, à partir de là, plutôt d'aller prendre des médicaments, etc., se dire, mais où j'ai envie d'être? Et ce où j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en évidence de mon identité? Ça va m'amener à dire non à qui? À me déplacer par rapport aux injonctions familiales, à ne plus être la bonne fille de mon père, à ne plus chercher la reconnaissance. Et c'est ce Mmh. cheminement-là qui n'est peut-être pas toujours facile, mais qui est tellement libérateur et épanouissant parce que qu'est-ce qu'on est bien quand on se sent être chez soi et avec soi. Et alors oui, quelle est l'approche thérapeutique par rapport à tout ça? Donc que ce soit en hypnose ou en psychothérapie? Et est-ce que, Alors, quand vous avez des patients, en cabinet, est-ce que ça peut être brutal parfois? Quelles sont les réactions par rapport à tout ça? brutal, je ne sais pas, parce que c'est là où l'hypnose quand même nous aide et le travail avec le corps nous aide beaucoup. Parce que quelquefois, le corps, j'ai envie de dire, je pense souvent à des exemples de patients qui ont peut-être, entre guillemets, réussi dans leur vie, qui socialement s'en sortent plutôt bien globalement, mais qui se sentent très malheureux. Hein. Je veux dire l'exemple même de j'ai tout pour être heureux et je ne le suis pas. Hein, on traverse tous ces moments-là, mais il y a des personnes Oui. qui restent plus longtemps que d'autres et qui viennent consulter à ce moment-là. Je sens quand ils viennent, et ça c'est vraiment le travail de l'hypnose qui m'aide et qui rend la thérapie plus rapide quelque part, je sens que dans leur corps, il y a encore des souffrances du passé et qu'il y a encore quelque part la petite fille ou le petit garçon qui continue à vouloir soit répondre aux attentes des parents, hein, donc le bon fils et la bonne fille, hein, qui continue à, à, se, à, se, à se battre contre eux-mêmes. Hein. Je voudrais être là. Vraiment, on sent cette dissociation. Je voudrais être dans mon existence et en même temps, je suis la petite fille ou le petit garçon de 50 ans mais qui continue à vouloir être sous le giron de son père et de sa mère. Hein, donc il y a un conflit, il y a une dissociation intérieure. Hein, je suis là et ça se sent vraiment en hypnose. Je voudrais être là et je suis encore dans le giron familial. Et du coup, on peut faire un travail où on amène les patients à se dire, oui, mais là, dans le fauteuil, comment vous vous sentez? Est-ce que vous pouvez trouver une unité? Est-ce que vous pouvez trouver, renforcer ce sentiment de présence à vous-même? Et si vous voulez, donc on commence par quelque chose au départ de très puissant, j'ai envie de dire de très confortable et de très puissant. J'amène le patient à être présent à lui, là, dans le fauteuil. L'aide, ça peut être des métaphores comme l'arbre, par exemple. On enracine le patient, il a les racines qu'il peut avoir, c'est la famille, mais il a les branches qui peuvent être libres et la frondaison et les feuilles qui sont très libres et très légères. Hein, je veux dire, ce sont des métaphores qui nous aident à la fois
mettre, j'ai envie de dire, de la densité dans l'existence du patient. Et là, ce sont des séances où les patients se réveillent en disant c'est extraordinaire, je me sens être vivant, je me sens être là, je sens une présence énorme avec moi. Et à partir du moment où on a euh, assis cette présence, cette sensation-là, où le corps a fait l'expérience d'être en accord avec lui-même, d'être cet univers de vie bouillonnant et puissant, hein, puisque notre corps, qui n'est pas séparé de la psyché, parce que bon, du coup, il n'est pas séparé de la psyché en hypnose, parce que tout ça, voilà, hein, je veux dire, tout ça, ça vibre et ça vit en même temps. Le corps réanimé, on pourrait dire presque par la psyché. À partir de là, on va faire un travail beaucoup plus psy. Ok, pour continuer cette expérience-là, quelle est l'image, quelle est la voix qui vous dit qu'il faut que vous soyez l'enfant parfait, hein? Ah oui, c'est encore mon père. Ou alors je veux sauver ma mère. Elle est malheureuse, mais je veux être loyale par rapport avec elle. Elle a fait tellement pour moi que je veux, voilà. Et on reste encore le petit-fils de sa maman parce qu'on, voilà. Et donc il y a un travail psy, à ce moment plus classique, si vous voulez, hein, une fois qu'on a assis cette assise individuelle, corporelle presque. Ok, est-ce que vous pouvez mettre à distance cette voix cette injonction de votre maman, hein, ou de votre papa? Qu'est-ce qui se passe, hein? Il peut y avoir d'autres métaphores, l'oiseau qui quitte le nid. Enfin, je veux dire, on cède par des métaphores. C'est pour ça, le processus de fond, c'est effectivement une forme d'arrachement, une forme de séparation. Mais grâce à l'hypnose et grâce aux métaphores ou par le passage du corps, les choses se font en douceur. La métaphore du bateau qui quitte le port, hein. J'ai par exemple des expériences, des patients qui me disent ah mais c'est formidable parce que les personnes que je laisse là-bas sur le port, mes parents ou pas mes parents, je leur dis au revoir, elles me disent au revoir, elles sont contentes que je parte. Vous voyez, en hypnose, et ça c'est Oui. vraiment ce que j'ai appris grâce à Roustan, et c'est validé encore une fois par les neurosciences. L'hypnose nous introduit dans un imaginaire qui va nous permettre de créer le réel. Ce n'est pas un imaginaire qui va nous permettre de fuir le réel, mais au contraire d'anticiper, de se dire mais ce réel-là est possible. Et je reviens à l'hypnose parce que les recherches en neurosciences nous montrent une chose que je vais raccourcir, dire en raccourci, nous montrent quelque chose d'incroyable. Sous hypnose, voir, c'est faire. C'est-à-dire que sous hypnose, si vous vous voyez marcher sur une plage, votre cerveau, alors que vous êtes immobile, que vous avez les yeux fermés, votre cerveau active les zones motrices et les zones visuelles comme si effectivement vous étiez en train réellement de marcher sur la plage et de voir la plage. C'est incroyable. Voir, c'est faire. Donc si sous hypnose, vous voyez, vous imaginez quelque chose, votre cerveau a créé déjà le modèle qui vous dit que vous pouvez le faire. Il a vécu sous hypnose cette chose-là. C'est incroyable. Et ça fonctionne aussi pour les exercices de visualisation ou c'est vraiment que dans le cas d'hypnose? Les études auxquelles je me réfère, ce sont effectivement des études qui sont faites vraiment je veux dire, dans un état hypnotique validé par des mouvements oculaires, etc. Peut-être, Très mais bien. disons voilà, ces études-là sont vraiment très scientifiques, hein. Elles sont faites pour plein de raisons, mais vraiment dans la neuroscience, etc. Et c'est voilà, je ne peux pas répondre à ça, mais je sais que dans le cas d'un état hypnotique, effectivement, le voir c'est faire, qui est incroyable, qui explique d'ailleurs que ça marche, à condition que l'hypnothérapeute soit quelqu'un de très bien formé, de très bienveillant et qui ne soit pas projectif. Voilà. Mais ça, c'est la réserve de cet outil-là qui est très puissant, mais qui peut être aussi difficile à mettre en œuvre. Donc, Ça, c'est donc la... vous avez bien compris qu'il vaut mieux consulter Nicole Prieur et Ah oui, mais personne d'autre. moi, je ne consulte plus. Ah Mais j'ai d'accord, bon. formé, mais c'est en vous Bah parlant, voilà, je me les disais, personnes que vous avez formées. en vous parlant, je me disais, mais je vais avoir plein de demandes, mais je ne consulte plus. J'ai formé des gens formidables. Et alors, bien que les croyances donc véhiculées, ou les loyautés par la lecture du monde de notre famille ou de notre éducation, soient plus simples à reprogrammer, parfois, nous sommes dans l'incapacité de remettre ces croyances en question et c'est le cas
des personnes dissociées et ou clivées, et alors là, on est en incapacité totale de trahir. Pouvez-vous nous en dire davantage? Oui, alors vous avez effectivement, vous parlez effectivement là de plusieurs processus psy différents, hein, voilà. La croyance, on en a parlé, la loyauté, on vient d'en parler. La loyauté peut nous cliver, enfin, pardon, peut nous amener à certaines formes de dissociation, hein. Je suis ici, mais j'aimerais être ailleurs. Et encore une fois, ça se travaille. Mais vous avez, au-delà de la dissociation, des processus de clivage, c'est-à-dire la psyché se protège, souvent c'est suite à des traumatismes, la psyché se protège d'un certain nombre de choses et verrouille, justement parler des sensations tout à l'heure, de la sensorialité, et verrouille complètement ce qui se passe dans le mental. Le mental va se dire je vais bien, je vais bien, je vais bien, et j'ai envie de dire s'autoconditionne, alors que le corps va très mal, hein. Et du coup, il y a une cloison étanche entre ce que la psyché dit parce qu'elle se défend par rapport à la souffrance du corps, qui serait une souffrance trop submergente et qui annihilerait la psyché. Elle serait débordée. C'est ce qu'on constate dans tout ce qui est traumatisme, hein. On se sort de certains traumatismes pendant la période du traumatisme et pendant la période post-traumatique, à partir du moment où on maintient ce clivage. Je ne veux pas entendre à quel point ça a été dur d'avoir cette expérience de terrorisme, cette expérience avec d'inceste, etc. Donc, je fais un blocage, je maintiens une cloison absolument étanche. Là où, du coup, je suis coupée en deux. Du coup, je suis très fragilisée. Je considère que, là aussi, certains symptômes sont des portes possibles, des potentielles portes de guérison. Tant que le clivage fonctionne et que c'est très étanche, on peut s'en sortir, hein, même si effectivement j'entends pas mon corps, tant pis, hein, je peux avoir une vie sociale, je peux avoir une vie familiale, ça peut être dérangeant un peu pour les autres ne comprennent pas tout à fait nos réactions, mais j'ai envie de dire franchement, je peux m'en sortir. Quand dans cette, dans cette configuration, je suis quand même envahie par des angoisses à des moments. Je suis submergée. Quand je vois à la télévision certaines images, quand je suis bouleversée par certaines choses que je vois, etc. Ça signifie que ce n'est pas si étanche que ça et que ma psyché continue à être perturbée par ce qu'elle pressent du corps, hein, ce qu'elle entend quand même comme écho, on va dire, du corps. À ce moment-là, j'ai la conviction, ce n'est pas la position de tous les psys, mais personnellement, je crois que c'est l'hypnose qui m'a donné cette conviction-là. Si ces symptômes sont là, s'ils persistent, c'est que pour moi, c'est une porte d'entrée pour aller travailler l'origine du traumatisme, et c'est parce qu'effectivement la psyché me semble être prête à aller voir ce que le corps retient. Et là, l'hypnose peut petit à petit nous aider à justement toujours renforcer. Moi, quand j'ai vu, encore une fois, je ne reçois plus de nouveaux patients, mais quand j'ai vu arriver des personnes vraiment mais abîmées par la vie, parce qu'elles ont vécu, et souvent on le sait, ce sont des accumulations, hein, quelquefois justement quand on n'est pas libéré. Par exemple, dans les situations d'inceste, on n'est pas toujours libéré, même si on a subi l'inceste, on n'est pas toujours libéré des loyautés. On continue à protéger son parent, même si on le haït. Je veux dire, donc, je vois des personnes venir, j'ai vu des personnes venir abîmées par ce qu'elles ont vécu de traumatisant et en même temps encore enfermées dans des loyautés. Donc, je veux dire, on ne sait pas par quel bout prendre le travail, hein. Mais en même temps, quand je vois ces patientes, quand j'ai vu ces patientes, quand j'ai vu d'autres patients aussi, des hommes abîmés par d'autres choses, venir, la première chose qu'on a appris en hypnose, c'est de travailler
sur ce qui est là, sur la force qui résiste encore, hein, pas les défenses, mais la force qui résiste encore. Et je peux leur dire, c'est une des premières phrases, mais déjà un des débuts du travail psychothérapeutique. Mais madame, monsieur, vous avez vécu des choses terribles. Mais en même temps, je sens dans votre voix une force. Je sens même dans votre voix le fait d'être là. Vous avez une capacité de survie énorme. Et je vais travailler corporellement sur, elle est où cette force de survie? Cette force que vous avez dans la voix qui me fait entendre que vous avez envie de vous en sortir. Elle est où? Ça peut être flué. Donc, on va travailler pour aider la psyché à ouvrir un petit peu, parce que le clivage n'est jamais bon. Le clivage, ça prend de l'énergie psychique. Et le clivage n'est jamais bon, effectivement, parce qu'on est coupé en deux et ça coûte, hein, ça coûte psychiquement. Donc, il faut essayer de pouvoir en sortir. Donc, mais pour en sortir, à partir de ces symptômes qui se sont manifestés, je vais valider chez le patient ce qui tient, la force qu'elle a, même à minima, hein, la force qu'ils ont, qu'ils me manifestent et que j'entends hein, dans leur corps, dans leur, etc. Et à partir de là, on va pouvoir aborder ce qui les a vraiment, ce dont ils avaient besoin de se défendre jusqu'à présent et ce dont ils ont moins besoin de se défendre, comme je dis, pour le ranger dans leur histoire, effectivement, sans le dénier, sans avoir besoin de le cliver, mais euh, tout en ayant pu créer d'autres associations par rapport à cet événement culpabilisant, angoissant, etc. Je ne sais pas si c'est clair aussi. Donc, on retravaille Oui. l'événement sans avoir besoin de le cliver, hein, de l'enfouir sous la poche, parce que c'est quand même pénalisant, mais en l'intégrant dans l'existence et en montrant que ce n'est pas, on travaille la résilience, hein, je veux dire, hein. Ce Et n'est pas oui, parce qu'on a eu ça qu'on n'a pas le droit, et c'est vrai, on n'a pas le droit d'être heureux. Et souvent, finalement, c'est ça finalement aussi, l'hypnose qui se aussi, passe dans la tête c'est ça aussi. d'une Hein, personne je veux dire, clivée, oui. comment, voilà, comment, donc on peut vivre, on peut faire plein de choses, mais au fond, et c'est vraiment ça la finalité d'un travail et d'une déloyauté positive et d'une trahison éthique, par rapport à votre propre histoire, vous avez le droit d'être heureux et d'être heureuse. Et parfois, alors quand le clivage fonctionne, comme vous disiez dans le premier cas de figure, c'est possible que la psyché ne soit jamais prête. C'est ça, ça peut. Mais D'accord. en même temps, c'est vrai que ce sont souvent des personnes qui sont un peu coupées de leur affect, hein, donc ça peut être difficile pour les gens qui vivent avec eux. Ils peuvent être un peu mystérieux pour les autres. J'ai envie de dire pour eux, c'est une façon de survivre, hein, de ne pas se laisser. C'est une défense. Il n'y a pas de doute, c'est une défense. Pas très adaptée et coûteuse encore, parce que du coup, constamment parce que si vous voulez, l'inconscient a ceci de particulier, c'est que il n'y a pas de temps dans l'inconscient. Hein, ça, Freud nous l'a dit. Et oui. Hein, l'inconscient. Et donc constamment, les événements que l'on a refoulés vont taper à la porte, hein, vont toquer à la porte. Mmh. Donc quand on clive, on est obligé de mobiliser beaucoup de défense pour dire non, toi tu restes derrière, tu restes dans mon arrière-plan, etc. Tu viens pas. Hein, donc c'est un combat. Non seulement on est clivé, on est séparé d'une partie de nous, mais en même temps, on passe beaucoup d'énergie psychique à continuer à refouler. Hein. Et Ah du coup, oui, cette d'où énergie psychique nous empêche un petit peu d'être présent aux autres. Voyez, voilà, on peut s'en sortir, mais ça peut fragiliser les relations aux autres. c'est pour ça qu'il peut y avoir, des périodes, où la personne va s'enfermer ou rester loin de tout, de tout le monde, j'imagine. Exactement. Une D'accord. façon de se retrouver, de se ressourcer pour retrouver les forces de maintenir ce clivage-là, cette défense. Hein. Et donc l'incompréhension des autres, qui n'ont plus de nouvelles et cetera. Exactement. Et là encore Je une comprends. fois, le comprendre pas comme étant contre nous, hein, mais comme étant. Je pense que la psychologie nous permet d'une grande tolérance quand on comprend un petit peu les Oui, processus tout psychologiques. à fait. C'est-à-dire que souvent, alors sans même que ce soit des personnes clivées, souvent quand on a des amis ou quoi qui passent des moments difficiles, des petits mouvements dépressifs, etc qui ferment justement, qui ne répondent plus au téléphone, etc. Souvent, ce n'est pas contre nous. Hein.
c'est parce que ce sont des besoins personnels, de se ressourcer, de reprendre. Je pense que on oublie que on a besoin de se recontacter, de reprendre contact avec soi. De re, alors bon, il y a des choses un petit peu artificielles qui se font, pourquoi pas, etc. Mais je pense que déjà, ne serait-ce que s'isoler, écouter de la musique, aller se balader, et prendre un petit moment pour soi aussi, c'est énorme. Hein, Bien sûr, que les autres aller l'acceptent. dans la nature et Voilà, cetera, ouais. dans vos forêts protégées. Et alors, parfois, justement, on parle de tolérance, j'ai une question, parfois l'amour inconditionnel nous fait et la tolérance nous fait surpasser des limites de patience, de bienveillance, d'écoute, d'empathie. Est-ce que ça peut être dangereux pour la personne qui fait preuve de cet amour inconditionnel, si ça va bien au-delà de ses limites? Ce qui est difficile, alors je pense que l'amour inconditionnel, c'est quelque chose qui existe, dans la relation parent-enfant, hein. Je pense que malgré nous, beaucoup de parents, pas tous, hein, et il y en a qui n'y sont pas et c'est comme ça, hein, je veux dire, il peut y avoir aussi peu d'amour, de la part des parents, bon, peu importe, hein, mais je pense que c'est quand même quelque chose que l'on rencontre beaucoup dans la relation parent-enfant. Je pense qu'effectivement, l'amour inconditionnel dans un couple est dangereux. À mon sens, est dangereux aussi bien pour celui qui l'offre à l'autre, parce qu'il enferme l'autre dans une loyauté énorme et parce que en étant dans un amour inconditionnel, si A et aime d'une manière inconditionnelle B, il va attendre de B un retour énorme. Il va mettre en dette B et il va attendre de B des choses énormes qu'il ne recevra pas. Hein, pas forcément. Hein. Donc effectivement, cet amour inconditionnel qui peut être très beau à un moment donné, va forcément à un moment donné être déçu. Enfin, la personne va être déçue et c'est décevant. Et du coup, voilà, on a, là aussi dans mon livre sur les trahisons, j'ai tout un chapitre sur le couple et je pense qu'effectivement, il faut dans un couple, il faut savoir donner. Il ne faut pas donner au-delà de ce que l'on a à donner, dans le sens où il ne faut pas donner d'une manière telle où on enferme l'autre dans des attentes trop grandes. Hein. Si j'en fais trop pour l'autre, je vais attendre que l'autre en fasse pas mal pour moi. Hein. Et du coup, cet engrenage-là peut être fragilisant pour le couple. Hein. Donc, l'amour inconditionnel à donner est difficile et peut-être menaçant pour moi-même qui donne. Hein. Et pour celui qui reçoit, effectivement, celui qui reçoit dans un premier, tout ça c'est très beau dans un premier temps, hein, et ça peut être très bien dans un démarrage de couple, mais il faut que ça se transforme. Hein. L'amour inconditionnel, quand je le reçois, ça me met dans une position où effectivement presque passive, hein, presque dans une position infantile, où finalement, bon, l'autre m'accepte pour ce que je suis, bon, ben, je m'en croûte, j'exagère un peu, mais j'ai envie de dire, voilà, j'apprends à recevoir et je sais plus ce que c'est que donner. Mmh. Et je pense que dans un couple, vraiment, l'équilibre, alors autant dans la relation parent-enfant, il n'est pas possible d'équilibrer entre ce que je reçois et ce que je donne à mon tour, hein, parce que je recevrai toujours en tant qu'enfant beaucoup plus que ce que je peux rendre à mes parents, c'est une loi anthropologique, hein. Autant dans un couple, c'est très important à un moment donné d'équilibrer le donner et le recevoir. Alors, sachant que personne ne donne dans un couple la même chose que l'autre, hein, l'un donnera du temps, l'autre donnera sa patience, l'un amènera peut-être des biens matériels, l'autre amènera plutôt le care, le prendre soin. Ce n'est pas du donnant-donnant, hein, mais c'est au Mmh. contraire intégrer les différences de chacun pour qu'il y ait un équilibre dans ce déséquilibre de ce qu'on va se donner. Je ne sais pas si c'est clair. D'accord. Ouf, si, 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 c'est très clair et ça permet de bien comprendre, hein, ces profils, dissociés, clivés et de voilà, de se rassurer aussi sur, la valeur que ces personnes peuvent nous porter. Et alors peut-être pour Heu, reprendre, je ne sais pas si vous avez une autre question, mais peut-être pour reprendre sur ce que j'ai glissé tout à l'heure, les trahisons éthiques, hein, et les trahisons nécessaires, mais les trahisons éthiques parce que libératrice et éthique. La oui, trahison, j'en avais parlé peut-être tout à l'heure, mais je crois que c'est important de mettre que pour moi, dites-moi. de le redire, la trahison libératrice et la trahison éthique qui me permet de montrer que
Si je quitte un univers familial ou si je quitte un couple parce qu'il y avait un amour inconditionnel qui m'a étouffé, qui m'a enfermé, ou l'autre me donnait trop, je me sentais trop dans l'attente de ce qu'il a, trop dans la redevabilité. Si je quitte ce couple-là ou cette famille, encore une fois, on l'a vu, ce n'est pas contre cette famille ou ce couple, mais si je le quitte, c'est pour ne pas me trahir moi. Mais ce qui est important, et pour moi c'est ça la trahison vraiment libératrice et éthique, c'est que je reconnaisse que même si j'ai besoin de quitter ces univers-là, ils ont été importants pour moi. Reconnaître qu'ils ont participé à mon évolution, à mon devenir, et ça c'est une position très hegelienne, c'est-à-dire du philosophe Hegel, c'est-à-dire que l'histoire c'est un continuum, hein, et même si je ne suis plus dans un certain univers, cet univers m'a constitué, et même les traumatismes, enfin je veux dire même les choses très négatives, m'ont constitué à partir du moment où j'en sors, et surtout où je m'en défends d'une manière ou d'une autre, mais surtout où je peux, et je crois que c'est important pour donner de l'assise à nos identités, de pouvoir reconstruire notre passé sans éliminer des moments, sans éliminer des épisodes, en les rangeant bien, en disant voilà mon parcours. Hein, et je pense que ça peut nous aider à mieux vivre et à mieux mourir aussi. Hein, je veux dire, en étant en accord avec ce que l'on a vécu et en étant, j'ai envie de dire, dans une forme de tranquillité avec cette histoire qui m'a formée, qui a vécu qui m'a fait connaître des galères, hein, mais en même temps donner du sens, hein, à ce que j'ai vécu. Et du coup, à la fois j'assieds mon identité et à la fois je m'ouvre vers le devenir, que ce soit le devenir de plus de vie ou le devenir de la fin de vie. Mais au moins je suis à Et l'aise oui, avec le présent dans lequel je suis. c'est ça qui est magnifique, hein, c'est que en fait, comme vous exactement, c'est-à-dire que votre condition, finalement familiale qui a très certainement provoqué des états de souffrance, a été, extrêmement créatif par la suite puisque vous êtes spécialisé depuis du point de vue de votre histoire familiale. C'est ça, c'est ça. Et finalement, vous avez transformé donc ces fragilités de l'enfance en une force, extraordinaire, d'inspiration, de création et d'ambition, qu'aujourd'hui vous nous partagez avec beaucoup de clarté. Oui, oui, tout à fait, transmission. Et puis c'est intéressant dans ce que vous dites, effectivement, et je pense que c'est une profonde conviction, c'est donc une croyance, hein, qu'effectivement, il n'y a pas de destin psychique, si vous voulez. Quels que soient les événements que l'on vit, quelle que soit la famille dont on est originaire, même la culture, même le milieu social, etc., on est des êtres de devenir. Et je pense que voilà, ça c'est ma croyance d'aujourd'hui, enfin, pas seulement d'aujourd'hui, qui m'a porté. Nietzsche Donc, qui disait ça aussi. qui ça? Nietzsche qui Oui, c'est disait je ça. crois que c'est Nietzsche qui disait ça, oui. Oui, oui, oui. En tout cas, c'est très philosophique. Hein. Je veux dire, Ah oui. effectivement, c'est plus philosophique que psy finalement, mais c'est très philosophique. Effectivement, on est des êtres de devenir. Et ce qui est intéressant, c'est d'être porté par ce mouvement. Être soi, c'est être toujours autre pour moi. Je ne sais plus qui disait ça, je ferai une recherche, mais qui disait: «On n'a pas à se trouver, on a à se créer», en fait, tout simplement. Constamment, constamment. Et c'est ça qui est chouette. Alors c'est pas toujours Et oui, facile, on se perd, hein. C'est ça, il faut accepter bien aussi. sûr. C'est ça. Il faut accepter. Alors, il y a, pour revenir évidemment, il y a un sage juif, mais je me rappelle plus, je me rappelle plus lequel, enfin un rabbin qu'on cite souvent, qui disait si tu ne connais pas ton chemin, ne le demande pas à quelqu'un qui le connaît, sinon tu ne pourras pas t'égarer. Je trouve ça très chouette. Ah oui, c'est vraiment, c'est très sage, en Très effet. sage. J'aime Voilà, beaucoup. on ne peut pas éviter les erreurs, les errances, et je crois que et c'est un petit peu ça qui est un peu difficile je veux dire, dans les injonctions, parce qu'on a des injonctions et des croyances sociétales aujourd'hui où il faudrait être parfait tout le temps, savoir tout de Oui, suite être au tout. top, Voilà, oui, c'est ça. avoir la ligne, faire du sport, bien travailler. Ouh.
Beaucoup de pression. Question. On approche donc à la fin de ce podcast et je pose toujours cette question donc, en fin d'épisode. Pensez-vous, Nicole, que nous sommes des êtres illimités? Ah! Peut-être pas illimité, mais avec un potentiel énorme. J'ai envie de dire énormissime. Et là, c'est à la fois peut-être mon parcours, effectivement, personnel, mais c'est surtout, et je crois que j'ai adoré ce métier, c'est surtout le travail avec les patients. J'ai touché vraiment du doigt, j'ai vraiment travaillé avec le potentiel humain, de mes patients, que ce soit des petits, je recevais des petits et des adultes. Et je crois on a un potentiel énorme, et je crois qu'il faut croire en cela. Alors c'est pas facile de le travailler toujours, hein. Ça demande du travail, hein, vraiment, mais c'est extraordinaire. Je crois, et ma croyance, c'est de croire en la puissance de l'humain. J'y croirai toujours, même si on voit des fois des choses un petit peu effrayantes. Merci Nicole Prieur, merci Merci, infiniment. merci à vous. C'était vraiment très inspirant, très clair et ça nous permet vraiment de comprendre, beaucoup de choses, donc je vous remercie sincèrement. Tant mieux, j'adore partager. Donc vous m'avez ravie aussi. Merci. Voilà. Merci. Après avoir écouté cet épisode, peut-être que comme moi, vous remettez certaines choses en question. N'hésitez pas à laisser des commentaires à ce sujet sur les réseaux ou directement sur votre plateforme d'écoute. Les destins flottants pour aujourd'hui, c'est fini. Abonnez-vous afin de retrouver le prochain épisode. À bientôt!